Alors, Nadine Ballot, Edgar Morin, merci infiniment d'être là avec nous ce soir. Ça nous fait très plaisir. Donc, Nadine Ballot, vous avez été actrice, un peu par hasard, comme vous le dites vous-même. Vous avez joué dans plusieurs films, notamment de Jean Rouch, parmi lesquels La pyramide humaine, Chronique d'un été, La punition, Gare du Nord. Vous avez même réalisé un long métrage avec lui, Le Goumet des jeunes noceurs. Non, c'était un court-métrage qui s'appelait La Goumbé des jeunes noceurs. Je ne vais pas tourner un long métrage avec lui. J'étais son assistante parce que je préparais une thèse de 3e cycle, que j'ai d'ailleurs jamais soutenue, sur ce sujet, et qu'en plus, la danseuse de ce film, qui s'appelait La Goumbé des jeunes noceurs, était Nathalie Bidot, qui était une ravissante personne africaine, ivoirienne, qui avait tourné aussi un petit peu dans La pyramide humaine. Voilà. Pourquoi Mais vous avez quand même tourné dans plusieurs films. Vous avez même refusé un rôle de Godard. Vous en savez des choses. Et oui. Oui, c'est pas très intéressant ça, mais non, après, mais ça, on a fait aussi les veuves de 15 ans aussi, c'est un sketch des adolescentes qui était un film canado-japono, je sais pas comment on dit, non, hispano, truc muche, enfin bon, bref, voilà, où il y avait 4 ou 5 sketchs et où j'avais fait un film qui s'appelait Les veuves de 15 ans, voilà. Et racontez-nous comment vous avez rencontré Jean Rouch. De toute façon, moi, j'ai jamais été comédienne, ni actrice. J'étais protagoniste, disons. Oh, je suis un petit peu actrice quand même. Mais j'ai rencontré Jean Rouch en 1957 ou 8 à Abidjan, où mon père travaillait, où j'étais là. Et on s'est rencontrés chez le directeur de l'Institut français d'Afrique noire, qui était Jean-Luc Tournier. Et voilà, chez Jean-Luc Tournier passaient tous les gens qui devaient faire des études soit anthropologiques, soit choses comme ça, en Côte d'Ivoire. Et donc, tous ces gens passaient là. Il y avait ce qu'on appelait les chambres de passage. Donc, c'est là que j'ai rencontré Rouch, puisque Rouch allait et venait entre la Côte d'Ivoire, le Niger et tous ces pays-là. D'accord. Voilà. On va commencer les questions. Ensuite, on passera la parole au public qui, eux, vous poseront des questions. Oui. Donc, vous avez eu plusieurs expériences de cinéma-vérité, comme on l'a dit. La question qui revient dans le film est Chronique d'un été. Comment se débrouiller avec la vie ? Aujourd'hui, notre question à nous est comment se débrouiller avec ces techniques de film qui sont une frontière étroite entre le jeu et la vie, la provocation de la parole et ce processus quasi psychanalytique. Surtout pour vous qui vous nous dites que vous ne vous sentiez pas actrice. Bon, alors, vous théorisez après coup, oui. Comme tous les universitaires, qui glosent et qui veulent absolument prouver quelque chose, même s'ils sortent un tout petit peu de la vérité. C'est pas du cinéma vérité. Excuse-moi, Edgar, mais tu vas peut-être pas me contredire, j'espère. Ça s'est appelé cinéma vérité parce qu'il y avait Vertov, il y avait tout ça, et que chacun, Edgar comme Jean, avait envie de faire des choses qui cernaient la réalité des gens. Edgar sur le plan sociologique, et puis peut-être filmique après, et puis Rouch parce qu'il était ethnologue. Et donc, et en plus, je pense que Rouch était absolument fasciné par l'éclosion des nouvelles techniques de captation du son et de l'image directe. C'est-à-dire que avant le film, je ne sais plus, avant ce film-là, je crois qu'il n'y avait pas du tout de film documentaire qui était en son direct. Il n'y en avait pas. C'était le premier, n'est-ce pas ? Je me trompe ? Voilà. Et avec cette fameuse caméra Coutan que Rouch mettait au point avec Michel Brault, qui est un merveilleux opérateur, qui est un ami, qui est mort malheureusement il y a 2 ou 3 ans. Et alors, ils étaient absolument passionnés par ces nouvelles techniques et par le fait que ça captait des choses que personne n'avait jamais captées. Et c'est pour ça que Jean et Edgar, dans ces circonstances particulières, où ils étaient ensemble à Locarno, au Festival des Hippopoli. Au Festival de Florence. De Florence, le Festival des Hippopoli. Et oui. Et donc, ils ont sympathisé. Et au retour, Edgar
Hazard a eu envie de faire un film avec Jean sur un thème qui le préoccupait. Et il en a parlé à Anatole Dauman, le producteur, et il a expliqué son projet à Anatole Dauman, qui a tout de suite dit « j'achète », n'est-ce pas? C'est toi qui l'as raconté dans ces mêmes termes. Et voilà, donc ils ont commencé ce film qui est vraiment le fruit presque d'un hasard, dirons-nous. Et tout ce qui a été tourné par la suite, c'était le fruit aussi du hasard. C'était du hasard objectif, bien sûr. Mais c'était, comment dire, ce cinéma vérité-là, on l'a appelé cinéma vérité après coup pour arriver à le vendre. Il fallait formater d'abord une fois que le film a été tourné, je m'excuse parce que je raconte ça un petit peu dans le désordre, mais formater pour pouvoir le présenter au public, enfin, parce que quand même il y avait de l'argent qui avait été dépensé, le producteur avait mis de l'argent sur le tournage qui a duré des mois. Tu as quelque chose à dire peut-être? Oui, une toute petite correction. C'est parce que après ce festival de Florence qui m'a beaucoup impressionné, où j'étais au jury avec Rouge, j'ai fait un article dans l'Observateur qui s'appelait « Pour un nouveau cinéma vérité ». Parce que j'avais été frappé par les films aussi bien de Rogojine, qui m'a beaucoup inspiré pour Chronique d'un été, que les films de Leacock et autres. Et l'idée, c'est que, puisque c'était Dziga Vertov, ce cinéaste russe, du reste du muet, qui avait inventé le mot cinéma vérité pour un certain type de document, j'avais dit pour un nouveau cinéma vérité. Et après, là, tu as raison, au moment du lancement du film, on a repris la formule, et riche d'équivoques, puisque ça avait l'air de dire voilà la vérité, alors que ça voulait dire à la recherche de la vérité. Il y a eu un malentendu parce que des gens ont dit mais enfin la vérité, qu'est-ce que c'est, tout ça. Bon, bien sûr, on avait atteint une certaine vérité subjective, mais c'était relatif. Mais dans mon esprit, c'était évidemment une recherche. Et voilà. Donc c'est pour ça que le terme n'était pas bien. Mais il est certain que la formule de cinéma direct était juste aussi parce que ça montrait que désormais on pouvait en direct prendre la parole et l'image en même temps, et dans des positions les plus diverses de mobilité. Mais dans le fond, le film a été la jonction d'une préoccupation qui était la mienne, inspirée par Rogojine, c'est-à-dire de mettre des gens ensemble à table, mangeant et buvant, et par là, essayant d'aller plus avant dans les problèmes humains. Et la préoccupation de Rouge, qui était enfin de faire un cinéma en liberté, avec la prise de son. Donc on a deux préoccupations différentes se sont jointes, et du reste, surtout dans les parties, disons, de tête-à-tête, sont surtout inspirées par moi, et les parties dans la nature sont surtout inspirées par Rouge. Mais finalement, ça fait un monstre hybride, mais qui était assez intéressant parce qu'il unissait deux choses différentes. Oui, on voit ces deux visions entre des scènes beaucoup plus à l'intérieur, attablées, qui étaient le fruit de votre projet, et puis Rouge qui veut aller à l'extérieur, dans les scènes notamment à Saint-Tropez. Quels souvenirs vous gardez de ces moments de tournage? Alors, à Saint-Tropez, je n'étais pas présente. Il y a une scène... Rouge avait décidé d'aller filmer un petit peu à l'extérieur, parce qu'effectivement, comme vous dites, c'est ce qui l'intéressait. Il voulait s'amuser, quoi, alors que Morin, lui, ce qu'il voulait, c'était cerner les gens, et Rouge, il voulait s'amuser. Bon, et à un moment donné, il en a eu un peu assez de Saint-Tropez, et il a demandé une caméra à un des directeurs de production de Dauman. Et en fait, on est allé tourner à Saint-Jean-de-Luz une scène avec Landry. Vous l'avez vu, non? La scène de la corrida. En fait, j'ai horreur de la corrida. Mais Rouge, dans son idée, il voulait faire ce qu'il a fait beaucoup plus tard avec Damo Ezika, son compagnon nigérien. Il voulait montrer, filmer l'observation des Français par un Africain.
Donc, il nous a mis devant la scène de la corrida. Et alors moi, je disais, ah oui, regarde comme c'est beau et tout. Enfin, j'y croyais pas une seconde, c'était horrible. Et Landry qui disait, oh là là, oh oui. Alors je disais, mais c'est beau, c'est beau. Il disait, oh oui, c'est beau. C'était complètement artificiel, à mon avis. Hein. Voilà, si vous voulez vraiment mon sentiment. Et c'était quoi la question ? C'était cette différence d'approche entre des scènes plus à l'intérieur et Rouge qui partait à l'extérieur. Et vous, comment vous l'avez ressenti en tant qu'actrice ? Moi, je ressentais rien de spécial à l'époque. J'étais pas une personne importante du tout, moi, dans le film. Hein, vous avez bien vu. Bon, on me voit à peine. Ah si, je pose des questions au début, mais je crois même que cette scène où on voit Roffé, l'ingénieur du son, nous confiant la grille, le micro, en disant vous ferez comme ci, comme ça, alors vous tendrez le micro, alors tout ça. C'est une scène avec toi, d'ailleurs, à côté du Panthéon, si je ne me trompe, c'est bien dans ce film-là. Oui, vous vous en souvenez pas, hein. Moi non plus. Et alors, donc on a tourné ça, et moi je faisais ce qu'on me disait de faire, hein. C'est-à-dire que c'est extraordinaire quand même. Quand je le revois, je trouve ça formidable. Ça donne ça donne un portrait de la France de cette époque extraordinaire. Je suis en train un peu d'aller à côté de ce que vous me demandez, mais moi j'ai revu ce film en 2010 et j'ai pris des notes. Et je me suis aperçue à quel point ce film était puissant, contrairement à votre conclusion à tous les deux, à Jean et à toi, où vous dites mais finalement ce film, etc., incompréhension, éloignement et tout ça, oui, d'accord, mais quand on le revoit maintenant, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des scènes magnifiques, par exemple avec les Gabillons que j'adore, que je trouve formidables. Gabillon, vous savez, c'est ce couple, cette dame qui se plaint qu'elle a des punaises chez elle et tout ça, et Morin lui demande mais qu'est-ce qui te manque ? J'ai honte de le dire, de l'argent. Et puis, mais elle est touchante parce que c'est vrai en plus. Et après, Edgar demande à son mari, et toi ? Alors il dit, moi, c'est d'être moi-même. D'être moi-même. C'est beau de dire ça, c'est magnifique. Ça dénote tout son intérieur, enfin tout son désir intérieur. Et puis il poursuit en disant, parce que l'homme, malgré tout, qu'est-ce que c'est ? Un paquet de faf. Vous savez ce que c'est, les faf ? C'est des billets. Vous savez pas ? C'est de l'argot de l'époque, n'est-ce pas ? C'est des papiers, c'est des billets. Un paquet de faf. Une carte d'identité, c'est ça qu'il dit. Hein, voilà. Et ça dénote, dès cette époque-là, une espèce de lucidité qu'avait cet homme, une lucidité formidable sur ce qu'il est, sur ce qu'est l'humanité qui l'entoure. Il y a d'autres scènes formidables. Il y a quand je ne sais plus, enfin, il y en a tellement. Elles sont toutes formidables. Et Marilou, elle est merveilleuse, Marilou. Et en fait, elle est très pudique, elle a du mal à dire ce qu'elle pense, ce qu'elle espère. C'est des illusions, ces choses-là. C'est dur à dire pour une fille qui a quitté son pays et tout ça. Et puis, il y a une sorte, je le disais à Edgar tout à l'heure, Edgar, il fait un accouchement. Il fait un accouchement très douloureux de ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Et il y arrive. Alors, on la trouve impudique, mais c'est extraordinaire, cette espèce de... Elle se livre complètement. C'est beau, il faut le voir dans la continuité. C'est vrai que c'est dommage qu'on ait coupé certaines longueurs. Ce n'était pas des longueurs, c'était le véritable accouchement de ce qu'elle avait en elle-même. Je comprends que Edgar ait été un peu frustré de ne pas avoir laissé beaucoup de choses qui avaient été, je ne sais pas pourquoi ça souffle, qui avaient été tournées mais qui ne sont pas restées dans la version définitive que vous avez vue. C'est vrai que c'est dommage, mais il fallait formater le film, il fallait pouvoir le présenter au public. Un film qui n'avait pas le 1h20 habituel, c'est un film qui n'était pas exploitable. Maintenant, ce ne serait pas la même chose. Maintenant, on fait des films de 3 heures, 4 heures et personne n'y trouve à redire. Mais bon, voilà, à l'époque, c'était difficile. Et enfin bon, avec le recul, voir toutes ces scènes, je trouve ça très émouvant. Marceline, même quand elle surjoue, car elle surjoue, elle le dit elle-même,
Elle l'a dit elle-même quand elle dit, je viens de le voir là à l'instant, je suis arrivée à la fin pour revoir ça, et où elle dit, mais moi j'étais pas du tout concernée en dehors de ce que je tournais. Mais on voit bien dans la scène sous les Halles, par exemple, quand elle arrive, qu'elle se confie au micro. Et ça, c'est une performance technique extraordinaire de la part de Michel Brault, l'opérateur canadien, parce que en fait, la caméra et le micro étaient séparés à ce moment-là. La caméra était posée sur l'arrière d'une 2 chevaux qui était poussée à la main par tout le monde. Et puis, Marceline marchait avec le Nagra et le micro loin. Et en fait, l'opérateur Michel Brault n'entendait pas ce qu'elle disait. Il la filmait, mais il ne l'entendait pas. Et d'après ce que j'ai compris, à un moment donné, l'ingénieur du son dit « Mais c'est pas possible, on peut pas montrer ça, c'est trop intime, c'est trop terrible. » Elle racontait, ce que vous avez entendu, hein, c'est-à-dire quand elle a été arrêtée avec son père, le train, toutes les brutalités qu'elle a subies. Quand je dis brutalité, c'est un euphémisme, évidemment. Et quand elle le dit, quand elle se confie à ce micro, c'est tout à fait, mais absolument extraordinaire. C'était la première fois qu'on faisait ce genre de choses. Et elle a beau surjouer, elle surjouait, mais elle voulait communiquer ce qu'elle avait ressenti. Tout ça, c'est complètement émotionnel. D'ailleurs, je suppose que c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Hein. Quand l'émotion passe, la fraternité avec les gens qu'on voit passe. On le sait très bien, on voit ce qui s'est passé récemment en France. Plus d'un demi-siècle après, c'est vrai que c'est très important. Et elle a beau jouer, elle joue pourquoi? Parce que quand elle est rentrée des camps, elle a été déportée à 14 ans, elle est rentrée, je crois, 2 ans plus tard, sa mère lui a absolument interdit de parler de tout ça. Parce qu'il fallait qu'on puisse la marier. On ne mariait pas une jeune fille avec un jeune homme si on disait qu'elle avait été déportée et qu'elle avait été dans un camp de concentration, etc. Ça ne se faisait pas. Et il y avait cette espèce d'omerta sur ce qui s'était passé dans les camps, que tous les juifs ont respecté, tout comme quand il y a eu des choses abominables, quoi, évidemment, comme par exemple la guerre d'Indochine, le Vietnam et tout ça, les gens, il y avait une telle blessure interne qu'ils ne pouvaient pas se confier. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire des choses comme ça. Et moi, je trouve ça formidablement émouvant. Et Marceline est plus vraie que nature, même si elle surjoue la scène. Elle la surjoue pour qu'on partage ces choses-là. Enfin. Il faut lire son livre. Hein. Ça s'appelle « Ma vie Balagan ». Elle a écrit un livre, Marceline Loridan. C'est un très beau livre. Où elle raconte tout ça. Bon. Du coup, ma question, oui, juste avant de passer aux questions du public. Moi, je voulais m'intéresser un petit peu plus précisément à vous et aux choses intéressantes que vous avez dit par rapport au fait que vous ne vous décriviez pas comme une actrice, alors que vous apparaissez quand même dans pas mal de films, de cinéma à vérité ou pas cinéma à vérité. Vous parlez beaucoup du coup, d'émotions, de se confier. C'est en lien pas mal avec l'improvisation peut-être et aussi le côté ludique. Dans la pyramide humaine, vous employez le terme de colonie de vacances un peu pour le tournage. Du coup, je voulais essayer de savoir un petit peu... comment vous décririez en fait votre prestation, votre participation dans ces œuvres cinématographiques? Ça existe que je sois un petit peu que je dise tout simplement que j'étais la petite amie de Rouch pendant 7 ans. Et que pendant les 7 ans où j'étais sa petite amie, il faisait des choses, alors voilà, il me mettait dedans, quoi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 60 ans, oui, enfin à peu près, pas tout à fait. Être une actrice, c'était presque être une pute. Je dis une actrice, je ne dis pas une comédienne, hein, une actrice de cinéma. Les filles couchaient avec les producteurs, c'est ce qu'on disait dans certains milieux, et ce qui était peut-être vrai aussi. Pour arriver à être choisie, pour être pimpante et tout ça. Et moi, je sais que à cette époque-là, j'avais absolument pas envie d'être actrice, pas forcément pour ça. D'abord parce que je n'avais aucun don pour ça, aucun. En fait, tout le monde peut faire ça, hein, c'est pas bien difficile. On joue pas Shakespeare, on joue pas je ne sais quoi, on improvise, c'est rien d'improviser, c'est rien. Je le fais très mal,
dans La Punition, que vous n'avez peut-être pas vue, j'étais obligée d'improviser et je trouvais ça épouvantable, hein, terrible. Bon, bah voilà, je crois que j'ai tout dit. J'ai répondu à votre question. Mais je voulais pas être comédienne ni actrice parce que fallait que je fasse mes études. En plus. J'avais entendu ça, mais du coup, vous dites que vous vouliez pas être actrice à l'époque parce que c'était connoté. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, en revoyant votre parcours, vous pouvez vous dire que vous avez été ou que vous êtes actrice, en fait, non, au final? je continue à le refuser parce que c'est pas vrai. Parce qu'il y a des filles qui auraient fait ça beaucoup mieux que moi. C'est pas du tout de la fausse modestie, hein, mais c'est vrai. En fait, c'est un fruit du hasard, tout ça. N'importe qui aurait fait la même chose que moi, finalement. Je pense. Parce que c'était facile à l'époque de parler, de dire n'importe quoi, d'être filmé. Il y avait le merveilleux Michel Brault qui tournait autour, qui faisait des espèces de trucs absolument acrobatiques. Il était absolument fabuleux. Il portait la caméra à l'épaule et tout ça. C'était facile. Enfin, rien que disons la performance technique. Déjà, c'était de la matière d'un beau film, enfin. Et puis quoi? Puis je sais pas. Et puis les lieux choisis. Luxembourg était merveilleux dans La Punition parce que Abidjan c'était formidable dans La Pyramide humaine parce que qu'est-ce que j'ai fait encore? Je sais plus. Oui, Gare du Nord. Oh, Gare du Nord. Bon. Bon, Gare du Nord, c'était un sketch d'un film Paris vu par où il y avait plein de films de Godard, Chabrol, Truffaut? Non, pas Truffaut. Enfin bref, tout ça, c'est du passé. Et puis, c'est comme ça, c'est une espèce de hasard, quoi. On va ouvrir les questions au public. Est-ce que des mains se lèvent? Des questions? Sinon, moi, j'en ai une quand même. Un jeune homme là-bas. Ah, allez-y. Bon, c'est rien de très compliqué, juste quelque chose de très simple. C'est vrai que vous avez parlé beaucoup de la simplicité du film et des scènes qu'on voit à beaucoup de reprises. On se saisit pas toujours de la beauté du message qui est donné, comme vous disiez avec le couple qui parle des punaises ou de ce monsieur qui explique très bien la condition humaine résumée à quelques cartes d'identité et de l'argent. Mais en même temps, ce qui est magnifique dans tout ce qu'on a vu, c'est quand même, on dirait qu'il y a une simplicité, une facilité à avoir des discussions d'un niveau intellectuel quand même assez poussé, de pouvoir poser des débats de société, parler du Congo, parler de l'Algérie, de la mobilisation étudiante, de la condition ouvrière. C'est quand même des thèmes qui sont extrêmement forts que malheureusement on trouve de moins en moins développés dans le cinéma ou les documentaires actuellement. Et je trouve quand même que c'est un mérite extraordinaire. Et de vous voir aujourd'hui, bon déjà on a envie de vous dire merci quand même, mais surtout de vous demander c'était quoi votre ressenti à ces moments-là? Est-ce que ces scènes que vous partagiez dans ces discussions-là, elles sont vraiment sincères? Est-ce que vous avez l'impression, vous, le ressenti que c'était artificiel, monté? Voilà, bon, je veux d'abord dire que tout ça, c'est dû à Edgar et à Rouch. C'est dû à nos deux mentors, enfin, dans l'histoire. C'est eux qui posaient les questions. C'est eux qui orientaient les débats. C'est eux qui ont eu l'idée. Au départ, c'est Edgar. Ce sont eux qui dirigeaient tout. Alors les autres, moi je ne suis pas très importante dans le film, mais les autres, il y avait quand même des gens. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a des gens de tous les milieux. Il y a les ouvriers, il y a les étudiants de familles aisées, etc., et machin, et Normal Sup et compagnie. Jean-Pierre Sergent, par exemple, c'était un personnage assez extraordinaire. À l'époque, il était porteur de valise pour le FLN, n'est-ce pas? Jean-Pierre Sergent. Oui. Bon, donc il n'en parle pas dans le film. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la censure était présente, très présente. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire. Donc il y a des choses qu'ils ont dites, mais qui ont été coupées au montage. Qui ont été coupées au montage parce qu'il ne fallait pas le dire, sinon on savait que de toute façon la censure l'aurait coupé, donc ce n'était pas la peine. Hein. Voilà, donc il y a des choses comme ça. La question, qu'est-ce que c'était déjà? J'ai oublié. Oui, alors on parle facilement. Pourquoi? Parce que c'était la première fois finalement qu'on demandait à des gens de s'exprimer sur des choses aussi simples. Moi j'ai beaucoup aimé aussi... ces questions qu'on posait dans la rue.
Il y a de tout. Il y a le flic qui dit « Oh, m'emmerdez pas avec ça, pas entendre parler de ça. » Il était en uniforme et, il avait un droit de réserve, je sais pas, enfin, il voulait pas parler du bonheur, ça se faisait pas. Il y a une adorable petite personne, une petite vieille dame qui dit « Oh, mais bien sûr que je suis heureuse, ça se voit pas. Mais oui, je suis heureuse. » Ça, c'est très émouvant aussi. Avec beaucoup de simplicité, elle le dit. Et puis, il y a le garagiste qui a le nez dans une 2 chevaux ou une voiture de l'époque, hein, comme ça, qui a le nez là-dedans et qui... il est formidable parce que c'est probablement la première fois de sa vie et probablement la dernière qu'on lui pose la question. Et ça, c'est formidable parce qu'enfin, les gens peuvent dire les choses. Mais ça ne se disait pas à l'époque. Les gens étaient beaucoup plus pudiques. Hein. Le machin télé-réalité, truc, mais ça n'existait pas. Hein. Et on avait une certaine retenue pour parler de soi, surtout dans les milieux populaires. Et aussi probablement dans les milieux plus favorisés. Bon. Quand on voit par exemple Régis Debray, il est très émouvant aussi, parce que Régis Debray reconnaît, à la fin d'ailleurs, quand on fait cette rencontre, il reconnaît les mérites de beaucoup de gens et de beaucoup de scènes et tout ça, et ça c'est formidable. Et Régis Debray, il n'était pas encore monsieur Révolution cubaine et compagnie, hein. Il n'était pas ça du tout encore. Il était d'une famille très bourgeoise, hein. Sa maman était très liée au pouvoir, et quand il a été fait prisonnier, il y a eu quand même tout ce qu'il fallait comme mouvement de la part de la maman pour que les officiels viennent dire il faut le sortir de prison, quoi. Il a quand même fait 2 ans de prison, hein. Faut pas, hein, c'est bien ça. Mais c'était formidable. Alors, la guerre d'Algérie, c'était, comme disait Edgar tout à l'heure, on était en pleine guerre d'Algérie, et ces étudiants-là qui avaient un sursis, ils savaient qu'un jour ou l'autre, il faudrait qu'ils y aillent. Hein. Et alors, il y a eu toute une discussion sur qu'est-ce que tu feras, toi, quand ton sursis sera fini et quand on verra. Et alors, ils répondent très franchement, mais ça a été coupé aussi. Hein, au montage, parce que pas question d'exprimer son envie de déserter. Un déserteur, c'était puni très, 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 très sévèrement. Mais ils ont eu le courage de le dire, et ça, c'est très important aussi. Et puis, alors, il y a des choses prémonitoires de 68. Le couple d'antiquaires devenus peintres, les faux antiquaires, ils sont fantastiques, ces deux-là. Hein. Alors, ils sont formidables, parce qu'ils sont... Il préfigurait ce que moi j'ai appelé plus tard, au moment de 68, le folklore caprin. C'est-à-dire, folklore caprin, ça veut dire on s'en va dans les montagnes élever des chèvres pour faire du fromage de chèvre. Ça, c'était le rêve de toutes des 68ards un peu échaudés, ou peut-être même avant d'ailleurs. Hein. C'était le mouvement Peace and Love ou un truc comme ça. Voilà. Et tout ça, c'est historique, il faut bien se le dire. Hein. C'est historique. C'est un témoignage formidable sur cette époque. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres d'aussi vivants et d'aussi avec un éventail aussi large de personnages et de classes sociales, parce qu'il y a toutes les classes sociales qui sont représentées. Et alors, le milieu ouvrier, il y a une scène admirable. Je suis en train de vous raconter ce que vous venez de voir, c'est un peu embêtant quand même. Il y a l'extraordinaire scène des ouvriers dans l'atelier, qui est filmé d'ailleurs par un remarquable opérateur qui s'appelle Raoul Coutard, qui après a fait une myriade de films extraordinaires. C'est un très grand opérateur. Et d'ailleurs, c'est magnifique, hein, quand on voit les ouvriers manger avec la gamelle et tout ça. Et puis, comment s'appelle, Machin et Barbarie, là, la Varap, comment il s'appelle ? Non, pas Angelo. Non, l'intello, le futur intello, celui que tu as fait rentrer dans les études classiques et qui est devenu écrivain dans ce truc anarchiste, là, comment ça s'appelle ? Enfin, je ne sais plus. Bon, bref. Et quand il raconte très très bien les ouvriers qui disent alors finalement tu travailles 24 heures sur 24, tu ne sais pas sur quoi tu travailles et tout ça. Mais c'est une formidable description de ce que moi j'ai connu 2 ans après à la fac, d'un livre merveilleux qui s'appelait Le travail en miettes de George Friedman, si je ne me trompe. Hein. Moi j'ai appris ça 2 ans plus tard, à la fac. Lui, il le savait déjà, il le décrivait admirablement bien.
et Angelo aussi. Et quand Angelo raconte... Daniel Mottet, oui, il s'appelait le fameux ouvrier qui après est devenu une espèce d'intello sociologue. Et c'est d'ailleurs sa femme à la fin qui dit oui, moi je trouve ça impudique. Elle était furieuse, celle-là. Elle n'avait pas envie. Elle n'avait pas envie de trouver bien les autres. Et enfin, oui, la scène entre Angelo et Landry dans l'escalier. D'ailleurs, ça m'a... Je ne l'ai pas revu là, mais en 2010, j'avais pris des notes et je m'étais dit, c'est quand même extraordinaire parce que Angelo est en bas, non, Angelo est en haut et Landry est en bas. Landry, c'est le noir qui ne sait absolument pas ce que c'est que la condition ouvrière en usine. Il vient d'Afrique. C'était un camarade de la pyramide humaine. On était au lycée ensemble. Et Angelo était en haut, si je ne me trompe. Et alors, ils y vont de mollo tous les deux. Hein. Ils marchent sur des œufs tous les deux. Parce que c'est une scène un petit peu qui a été demandée par toi, je crois, ou par Jean. Enfin bref, ils se trouvent tous les... C'est complètement artificiel. Hein. On les met tous les deux et puis qu'ils se démerdent. Alors, donc, c'est artificiel comme situation. Mais après, c'est eux qui ont parlé. Et on les voit tous les deux ils marchent sur des œufs. Ils ne savent pas trop comment s'aborder. Et puis tout d'un coup, pof, les barrières tombent. Et alors, ils se parlent avec une grande sincérité. Alors ça, on voit la confrontation de deux mondes totalement opposés qui existaient à l'époque, qui continuent à exister d'ailleurs, mais pas exactement sous la même forme. Mais ça, c'est merveilleux aussi. C'est la fusion, tout d'un coup, de deux sensibilités qui parlent de ce sujet très, 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 très dramatique, finalement. Alors, on va prendre une dernière question. Non. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été l'accueil du film? Est-ce que ça a été un succès? Et comment ça a été reçu par la profession, par les critiques? Il vous demande quel a été l'accueil du film. J'y vais? Oui. Vous savez, il y a eu donc un bon accueil à Cannes, puisqu'il a eu le prix de la critique de cinéma. Il y a eu un certain nombre de critiques positives, mais du point de vue de la salle, il n'y a pas eu un succès public. Et ceci, du reste, s'est vérifié aussi pour 2 ou 3 films du même type, comme Le Joli Mai de Chris Marker. C'est-à-dire qu'on a constaté que dans les salles de cinéma, on va beaucoup plus pour la fiction, pour l'aventure, pour des choses qui passent par le biais de la fiction, que par ce genre de film, et qui finalement n'a eu qu'une postérité qu'à la télévision, parfois sous une forme dégradée, avec la télé-réalité, une forme un peu démagogique et dégradée, mais parfois avec des très bons résultats dans les entretiens, en tête-à-tête. Autrement dit, ce film, il est resté, pourquoi? Il est resté un peu dans la mémoire des critiques, il est passé beaucoup dans les universités américaines ou autres, il a même pu repasser en salle en France il n'y a pas tellement longtemps, mais pas longtemps non plus, il est resté 2 semaines, je crois. Donc, si vous voulez, ce n'est pas le genre du film qui puisse attirer le grand public, bien qu'il ait été poussé par une critique en grande partie excellente. D'ailleurs, le film Chronique d'un film, qui reprend Chronique d'un été, avec toutes les scènes qui ne font pas partie de la version finale, est très intéressant. Et pour ceux qui ont apprécié la projection ce soir, je vous invite à voir ce film de François Buchet qui date de 2011. Vous l'avez vu? Oui, on l'a vu pour préparer. C'est-à-dire, à mon avis, c'est le vrai film. C'est le vrai film parce qu'il dure 4 heures. Il n'a pas subi toutes les amputations du film commercial. Il est beaucoup plus riche, on y voit beaucoup plus que Roux chez moi. On fait un film en marchant, en réfléchissant. Il y a des dialogues qui ont été coupés, qui sont très importants. Mais malheureusement, ce que vous avez vu, ce n'est pas une version commerciale. C'est-à-dire, c'est un garçon qui a réussi à partir des rushs, c'est-à-dire de ce qui a été tourné mais qui n'a pas été utilisé. On a quand même tourné pour près de 20 heures.
il y avait au moins quand même 4 ou 6 heures utilisables, et qui a fait le montage en suivant la vraie chronologie. On a fait le film du début jusqu'à la fin. Donc, c'est... Et d'ailleurs, vous le commentez. Le DVD existe ici. Ceux qui voudront pourront le voir, mais... Et vous le commentez avec une mémoire il n'a extraordinaire. qu'une vérité privée, voilà. Il faut signaler aussi 2 autres films qui ont été faits autour de Chroniques d'un été. Il y a un film de Hernán Rivera, qui est un Péruvien qui travaillait avant à RFI et qui est parti des effectifs de RFI au moment des baisses d'effectifs. Il a fait un très beau film qui s'appelle Brum. Oui, je parle du film de Un été plus 50, c'est Florence Daumont, la fille du producteur, qui l'a fait aussi avec des scènes qui n'ont pas été montrées dans ce que vous venez de voir. Et le film d'Hernan s'appelle... flûte, j'ai oublié. Mais enfin bon, il existe aussi, il va être acheté par toutes les bibliothèques du cinéma, à mon avis, de France, parce que il montre les protagonistes encore en vie. Il y en a beaucoup qui sont passés, qui ont passé l'arme à gauche, comme on dit, et il montre donc certains protagonistes du film 50 ans après, c'est-à-dire Edgar, Heinrich, qui était le producteur de Dauman, Jean-Pierre Sergent, Marceline Loridan, évidemment, pas Marie-Lou, parce que Marie-Lou est décédée. Elle était très malade lorsqu'il a voulu le tourner. Et puis Régis, non. Ah si, non, Régis, non. Régis Debray a beaucoup de choses. Il écrit, il est toujours à droite, à gauche, etc. Bon. Bref, ça n'a pas été fait. Et moi-même. Et voilà, donc c'est un film très intéressant aussi, parce qu'on voit ce que racontent les gens, les protagonistes de ce film, plus de 50 ans après. Ça, c'est amusant. Voilà, et donc il y a plein de choses qui ont été faites autour de Chroniques d'un été. Nadine Ballot, Edgar Morin, merci beaucoup de votre présence. Merci à vous. Avec plaisir. Et on vous retrouve vendredi pour une conférence sur Gilles Clément, un jardinier, et on s'interrogera sur la question « Le bonheur se trouve-t-il dans nos jardins ?» Merci beaucoup. Bonne soirée.